sujet des cavités souterraines. Donc maintenant, c'est un exposé qui rentre dans le cadre réglementaire. Donc nous accueillons Audrey Dedon de l'Association des communes minières de France, ainsi que Madame Marie-Laure Defru de la DDTM Pas-de-Calais, donc la Direction départementale des territoires et de la mer. Audrey, Marie-Laure, est-ce que vous nous suivez? Voilà, merci. Je vous laisse partager votre diaporama. Donc, vous avez un quart d'heure pour votre intervention. Merci. Oui, bonjour à tous. Alors, je vais juste mettre en plein écran. Voilà. Donc, je suis Marie-Laure Defru, donc de la DDTN du Pas-de-Calais, donc Direction départementale des territoires et de la mer, service de l'environnement, unité gestion des risques. Je suis chargée d'études mouvements de terrain et donc notamment en charge de l'élaboration des plans de prévention des risques. Et je suis avec Madame Dedon, donc de l'Association des communes minières de France. Bonjour. Donc, on va donc vous présenter, faire une présentation. On va essayer d'aller assez vite parce que c'est toujours un petit peu compliqué de parler de la réglementation. Donc, on va vous faire une petite présentation de la réglementation générale. On vous présentera ensuite les acteurs de la prévention des risques dans les Hauts-de-France, enfin, du moins au niveau de la France en général. Et ensuite, on abordera donc deux volets, la gestion et la prévention des risques miniers et la gestion et la prévention des risques cavités souterraines. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en droit français, on distingue bien deux types de cavités souterraines. Donc, tout ce qui est exploitation souterraine de matières concessibles, donc par exemple les mines de charbon, de fer, etc., qui relèvent du code minier et qui constituent un risque minier. Ensuite, on a tout ce qui est cavité naturelle, ouvrages civils et militaires abandonnés et oubliés. Donc, en fait, c'est tout ce qui est ouvrage lié à la Première Guerre mondiale. Donc, par exemple, les réseaux de tranchées et ouvrages souterrains attenants. Et tout ce qui est ouvrage lié à la défense passive de la Seconde Guerre mondiale. Donc, qui sont des abris qui ont été creusés comme pour des abris antiaériens, en fait. Et ensuite, on a tout ce qui est exploitation de matières non concessibles, donc le calcaire, le gypse, les sables, les argiles. Et toutes ces cavités relèvent du code de l'environnement et constituent un risque naturel. Au niveau de la réglementation générale, donc on a plusieurs codes. On a d'abord le code civil qui précise que le propriétaire d'une parcelle est propriétaire du fond et du tréfond, c'est-à-dire que si on a une cavité souterraine qui sous-cave sa parcelle, il en est propriétaire. Ensuite, on a le code des collectivités territoriales, notamment les articles L2212-2 et L2212-4, qui présentent la police générale du maire. Donc, le maire est responsable de la sécurité publique sur son territoire. Ensuite, on a le code de l'urbanisme, notamment l'article R111.2, qui permet au maire de refuser un projet parce qu'il y a un risque pour l'habitation future, le projet futur. Le code de l'environnement, donc notamment les trois articles que je vous présente ici, qui est notamment l'article L563-6 qui présente la connaissance et la prévention des risques, l'article sur l'expropriation de biens exposés à un risque, et enfin tout ce qui relève du financement, notamment par le Fonds de prévention des risques naturels majeurs. Je détaillerai tout cela un petit peu après. Là, c'est juste pour vous présenter les différents codes, les différentes réglementations, sans forcément rentrer trop dans le détail pour pas alourdir la présentation. Donc enfin, on a le code des assurances, notamment tout ce qui est garantie catastrophe naturelle. Et enfin, on a la jurisprudence qui peut nous aider à avoir des consignes un peu plus particulières sur des projets où c'est des décisions qui sont prises par la justice française sur les risques. En ce qui concerne les acteurs de la prévention des risques, donc on a les services de l'État, donc l'État est vraiment l'acteur central de la gestion des risques.
On a bien sûr le ministère qui, avec la Direction générale de la prévention des risques, qui va nous apporter un certain nombre de politiques publiques. Et ensuite, au niveau de chaque département, on aura tout d'abord le préfet qui va veiller à la mise en œuvre de ces politiques de l'État, notamment par une information des collectivités. Donc, il est tenu d'informer les collectivités des risques majeurs qui sont présents sur le territoire. Et grâce aux portées à connaissance pour que les communes puissent les prendre en compte dans les documents d'urbanisme. Ensuite, il a un rôle aussi de protection. Il doit se saisir de la possibilité d'expropriation en cas de risque majeur, dont font partie les mouvements de terrain. Et ensuite, il décide de la prescription des plans de prévention des risques. Donc, il est chargé d'élaborer ces plans de prévention des risques avec l'aide des services de la DREAL et de la DDT et des DTT, Direction départementale des territoires, et de les mettre en application. Je détaillerai aussi ces outils-là un peu plus tard. Ensuite, on a la Direction régionale de l'environnement et de l'aménagement et du logement, donc qui met en œuvre également les politiques publiques au niveau régional. En ce qui concerne l'exploitation minière, elle a un rôle un peu plus important puisqu'elle veille au respect des mesures de prévention des risques. Elle est en charge sa mission concerne aussi, se poursuit à l'arrêt de l'activité minière. Elle veille à la maîtrise des risques. Elle instruit les procédures d'arrêt de travaux miniers pour le compte du préfet et peut également recommander la réalisation de travaux de remise en état, des surveillances de sites et d'installations, ainsi qu'une restriction d'usage. Et lorsqu'un titre minier n'est plus valide, la DREAL assure la surveillance et la prévention des risques miniers. Aussi, donc la DREAL approfondit la connaissance des risques miniers et les diffuse. Voilà. Et enfin, on a donc les DDTM, donc Direction départementale des territoires et de la mer, c'est quand on a une côte sur le département. Nous, on est plutôt chargé de mettre en œuvre les politiques d'aménagement et de développement durable des territoires et notamment les politiques de prévention des risques naturels qui relèvent à la fois des risques technologiques, miniers et naturels, donc en lien avec la DREAL. Donc un acteur qu'on n'a pas aussi cité, c'est les services de secours, donc qui disposent aussi d'unités qui peuvent intervenir en cas de désordre sur le territoire, donc notamment les unités, les groupes d'intervention, de reconnaissance et d'intervention en milieu périlleux, et l'unité sauvetage des blêments qui peut intervenir pour apporter les secours en cas de sinistre. Voilà, en termes de gestion, donc voilà, Audrey Dedon prend la parole pour vous parler de l'aspect des collectivités territoriales. Donc on a le rôle du maire qui est important, puisque le maire partage avec le préfet la responsabilité de la prise en compte des risques en matière d'urbanisme. Ainsi, il doit définir les orientations en matière d'aménagement du territoire au regard des risques dans le cadre de plusieurs types de documents de planification à sa disposition, tels le SCOT, donc le schéma de cohérence territoriale, ou le PLU, qui est le plan local d'urbanisme, ou la carte communale. Quel que soit donc le type de document, l'article 101-2 du Code de l'urbanisme prévoit que l'action des collectivités publiques en matière d'urbanisme vise à atteindre l'objectif de prévention des risques naturels prévisibles, des risques miniers, des risques technologiques et des pollutions et des nuisances de toute nature. En outre, la prise en compte des risques dans l'urbanisme est coordonnée grâce au plan de prévention des risques, notamment miniers, qui cartographie les zones soumises à des aléas et définit les règles d'urbanisme, de construction et de gestion applicables pour l'existant et les constructions à venir. Donc, le maire est responsable de l'application du PPR sur son territoire. Il doit ainsi l'annexer au plan local d'urbanisme ou à la carte communale. Il doit mettre aussi en œuvre les mesures de prévention, de protection et de sauvegarde imposées par le PPR,
appliquer le règlement du PPR par les demandes d'utilisation du sol dont il assure la délivrance. Même en l'absence de plan de prévention des risques, la commune doit tenir compte des risques dans l'instruction des demandes d'urbanisme. Pour cela, le maire peut utiliser l'article R111-2 du Code de l'urbanisme pour refuser ou soumettre à prescription un permis de construire dans un secteur affecté par un risque. En ce qui concerne l'Association des communes minières de France, je suis la représentante puisque je suis la déléguée générale. Cette association a un rôle, si vous voulez, de veille, d'information et de sensibilisation justement auprès des maires pour toutes ces problématiques-là. Donc notre association a pour objet tant au niveau donc régional, national qu'européen et international. La défense donc des intérêts collectifs des communes minières à venir ou en activité, notamment face à l'arrêt de l'exploitation minière dans le cadre de l'après-mine. Et la défense des communes et de leurs populations qui connaissent ou qui ont connu l'exploitation de leur sous-sol, ou de leur sous-sol, ou sont concernés directement ou indirectement par elles. Elle porte également une attention particulière à l'évolution des patrimoines immobiliers et mobiliers des entreprises nationales ou de toute entreprise privée et des charges des servitudes qui en découleront. Elle se donne tous les moyens qui concourent à la mise en œuvre de son objet. À ce titre, elle est l'interlocuteur privilégié des exploitants, des instances politiques intercommunales, départementales, nationales, européennes et internationales pour toutes les questions touchant aux intérêts des collectivités territoriales adhérentes et de leur population. Et on se donne donc effectivement un nouveau chapitre sur les cavités souterraines. On a également en France donc un réseau scientifique et technique. On a donc le BRGM, le Bureau de recherche géologique et minière. L'État a confié au BRGM depuis 2006 donc la gestion technique des surveillances et des travaux des anciens sites miniers ainsi que la prévention des risques miniers. Le BRGM assure donc la gestion des travaux de mise en sécurité en qualité de maître d'ouvrage délégué, des surveillances d'ouvrages des sites miniers, du système d'information après-mine. Donc, c'est aussi concernant donc, les archives techniques intermédiaires minières ou enseignement minier. Le BRGM a créé donc un département dédié, le département prévention et sécurité minière, DPSM. On a également l'INERIS, qui est également l'un de nos partenaires pour le projet risque, Institut national de l'environnement industriel des risques. L'INERIS a pour mission de contribuer à la prévention des risques que les activités économiques font peser sur la santé, la sécurité des personnes et des biens et sur l'environnement. Il mène des programmes de recherche visant à mieux comprendre les phénomènes susceptibles de conduire à des situations de risque ou atteinte à l'environnement et à la santé et à développer sa capacité d'expertise en matière de prévention. Il développe ses compétences scientifiques et techniques dans les domaines des risques accidentels, des risques chroniques et des risques du sol et du sous-sol. Elles sont mises à disposition des pouvoirs publics, des entreprises et des collectivités locales afin de les aider à prendre les décisions les plus appropriées à une amélioration de la sécurité environnementale. On a également le CEREMA, qui est aussi l'un des partenaires pour le projet risque, qui est le centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement. Les missions du CEREMA s'organisent autour de 6 domaines d'action complémentaires, dont la gestion des risques naturels, visant à accompagner les acteurs territoriaux dans la réalisation de leurs projets. Le CEREMA propose divers services en matière de gestion des risques naturels, dont notamment la gestion des cavités souterraines. Le CEREMA accompagne les collectivités et l'État sur les problématiques de mouvement de terrain et d'effondrement en proposant notamment la définition donc, de programmes de reconnaissance spécifiques pour recherche de cavités souterraines, l'élaboration de cartes informatives, caractérisation et zonage d'aléas, ou encore des diagnostics, etc. En termes de gestion et prévention des risques miniers dans le cadre de l'activité minière, donc on a souhaité avec Marie-Laure faire un petit rapprochement parce qu'il y a toujours un tronc commun justement entre effectivement les problématiques minières et les problématiques avec les cavités souterraines. Donc un petit rappel s'impose. Donc avant toute
toute exploitation, on a donc une prévention visant à préserver certains intérêts. Si on reprend donc la phase sur le code minier qui permet à un opérateur de pratiquer des travaux d'exploration et d'exploitation minière via un titre minier, l'octroi d'un titre minier est soumis à certaines conditions, selon l'article L122-2 du code minier. Le demandeur doit posséder des capacités techniques et financières pour mener à bien les travaux de recherche ou d'exploitation minière tout en préservant les intérêts mentionnés à l'article L161-1 du Code minier, à savoir notamment la sécurité et la salubrité publique et la solidité des édifices publics et privés. De même, le Code minier prévoit que les titres miniers seuls ne donnent pas aux détenteurs le droit de réaliser des travaux de recherche ou d'exploitation. Il faut obligatoirement avoir une autorisation préfectorale ou avoir fait une déclaration administrative pour pouvoir commencer les travaux. Cette procédure permet de vérifier la prise en compte de la sensibilité de l'environnement du projet et de définir des prescriptions adaptées à la protection de l'environnement. Audrey, je m'excuse de t'interrompre, mais vous êtes arrivé normalement au terme du temps alloué. Est-ce que vous avez encore beaucoup de dia à présenter? Non. Oui. Enfin, moi, après, je peux aller plus vite sur la prévention. Bon. Peut-être si c'est possible de finir en déant les 2 minutes. Bon, du coup, on reprend la main. Je vais reprendre la main. Du coup, je vais essayer d'aller un petit peu plus vite pour qu'on puisse quand même aborder la prévention des risques naturels. Donc après, voilà, au niveau de la gestion de la prévention du risque minier, donc on a aussi des dispositions qui s'appliquent pendant l'exploitation, donc notamment avec la police des mines. Donc du coup, je vais passer un peu les diapos qui seront à disposition s'il faut. Voilà, il y a aussi également ensuite des dispositions de mise en sécurité qui s'appliquent à l'arrêt des travaux miniers. Donc le but, c'est de s'assurer qu'il n'y aura pas de risque futur après l'arrêt de ces travaux. Et enfin, on a une surveillance et une prévention des risques résiduels, donc en post-exploitation. Ce qui est important à retenir, je pense, c'est qu'à la fin de la validité du titre minier, la responsabilité de la surveillance et de la prévention des risques est transférée à l'État. Au niveau de la prévention des risques naturels dont font partie les cavités souterraines, comme je vous l'ai précisé tout à l'heure, l'État a défini 7 piliers de la prévention des risques, donc qui sont la connaissance des aléas. Donc le but, c'est d'évaluer le risque, de collecter l'information et d'en assurer la transmission, notamment par la cartographie des aléas. Ensuite, on a tout ce qui est surveillance des phénomènes pour anticiper un événement, informer et alerter rapidement. L'information préventive, que je vais détailler juste après, la maîtrise de l'urbanisation, la réduction du risque et la préparation. Et enfin, le retour d'expérience qui vise à apprendre des événements passés pour mieux appréhender les crises futures. Au niveau de l'information préventive, on a 3 outils. Donc, le document départemental des risques naturels majeurs qui est élaboré par le préfet et transmis aux communes pour qu'elles réalisent leurs documents d'information sur les risques majeurs. Donc, les risques majeurs qui sont risques naturels, technologiques et miniers. Et enfin, on a l'information acquéreur-locataire, à savoir que toute personne qui achète, qui vend ou qui loue un bien a l'obligation d'informer l'acquéreur ou le locataire de la présence de risques et notamment la présence d'un plan de prévention des risques naturels, miniers ou technologiques. En ce qui concerne la maîtrise de l'urbanisation, on a un petit peu parlé, donc je ne peux pas m'éterniser dessus. On a l'intégration dans les documents d'urbanisme, notamment par le porté à connaissance. Et ensuite, on a les plans de prévention des risques qui visent à délimiter les zones exposées aux risques en tenant compte de la nature et de l'intensité des phénomènes et des dommages encourus. De délimiter les zones qui ne sont pas directement exposées aux risques, mais où des projets pourraient aggraver les risques ou en provoquer de nouveaux. Et enfin, de définir des mesures de prévention, de protection et de sauvegarde. Au niveau de la réduction du risque, on peut aussi avoir le plan d'action pour la prévention des risques liés aux cavités souterraines. Donc ça, je ne vais pas le détailler parce que je crois que la ville de Lille va le faire après.
On a un fonds de prévention des risques naturels majeurs, qui sont des subventions que l'on peut accorder dans certains cas. Donc, par exemple, l'acquisition amiable d'un bien exposé ou sinistré par un risque naturel, les études et travaux menés par les collectivités territoriales pour améliorer la connaissance du risque, les études et travaux de traitement et de comblement de cavités souterraines pour les particuliers ou les collectivités, et enfin la prise en charge du relogement dans le cas d'une habitation qui serait sinistrée et dont les personnes seraient évacuées de leurs biens. Et en ce qui concerne la préparation, on a les plans communaux de sauvegarde qui sont élaborés par les communes et qui visent aussi à prendre en compte le risque. Enfin, en France, la dernière chose dont je souhaitais vous parler, c'est la garantie contre les catastrophes naturelles. Donc, en fait, lorsqu'il y a un sinistre qui se produit, qui a une origine naturelle, comme une inondation ou dans notre cas, un effondrement lié à une cavité souterraine, le particulier peut demander à sa mairie de faire une demande de reconnaissance d'état de catastrophe naturelle qui mène, par le schéma que je vous présente à l'écran, suite à un processus, donc à l'intervention d'un expert de l'État pour qualifier le phénomène. Une commission interministérielle rend un avis sur la reconnaissance ou non de l'état de catastrophe naturelle, et dans ce cas-là, si c'est reconnu, on peut amener une indemnisation de l'assureur. Voilà, désolée d'avoir été un peu vite sur la fin. Désolée. Il y a tellement de choses à dire que voilà, on a essayé d'être au plus synthétique possible. J'espère que ça a été clair. Merci pour votre attention. Effectivement, merci pour cet exposé fort intéressant, et c'était effectivement un sujet sur lequel il y aurait énormément de choses à dire. Je pense qu'on aurait même pu prolonger pendant 1 heure ou 2, on n'aurait pas encore fait tout le tour de la question.